Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politique Éco. Aujourd'hui, nous recevons une célébrité, Olivier Delamarche. Bonjour. Bonjour. Olivier Delamarche, je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes économiste, membre des Éconoclastes, chroniqueur dans différents médias. Vous êtes également l'auteur d'une lettre mensuelle distribuée par Vauban Éditions. Vous êtes le fondateur de Platinium Gestion, de Pramview Suisse, une entreprise de consulting en macroéconomie, et de Triskelion Wealth Management. Olivier Delamarche, notre pays connaît actuellement, et vous l'avez reconnu il n'y a pas très longtemps, un rebond de croissance. Et pourtant, le président Macron est le président le plus impopulaire de la Ve République, en tout cas à ce moment de son mandat. Les Français sont-ils des ingrats ? Non, pas du tout, mais le pauvre garçon n'y est pour rien. Dans ce rebond de croissance, il faut bien voir que dans aucun pays, vous n'avez des descentes ou des montées en ligne droite. Donc, qu'il y ait à un moment un léger rebond ne veut pas dire que pour ça, vous devez le multiplier par 4 pour obtenir quelque chose en annuel. Donc, ils ont crié au premier trimestre victoire très vite parce que il semblait qu'il y avait un rebond qui était surtout d'ailleurs sur le dernier trimestre 2017. Et puis là, patatrac, ça ne fait que descendre depuis. Si en plus vous le retraitez un peu, vous apercevez que vous êtes quasi en négatif si vous le retraitez des stocks qui au final s'annulent. Donc quasi en négatif sur le deuxième trimestre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que c'est pas très intéressant. Le chiffre du PIB, c'est donc une donnée quantitative qui est le résultat d'un calcul, et donc c'est une donnée qui est commerciale. Voilà, donc on vous vend les extraordinaires décisions de l'État qui ont amené à un plus 0,2 trimestriel. C'est ridicule. On voit bien que c'est ridicule. C'est pas ça qui est important. Il est dû à quoi ce petit rebond de croissance ? Là, c'était les stocks. Si vous enlevez plus 0,3 de stock, vous êtes à moins 0,1. Ce qui est quand même pas brillant, ou moins 0,2 même. Donc, je vous ai coupé, dites-nous ce qui est important. Ce qui est important, c'est la croissance potentielle. La croissance potentielle, elle est déterminée par, là pour le coup, des données structurelles. Les données structurelles, c'est quoi ? C'est la démographie du pays, c'est le progrès technique, c'est un certain nombre de choses qui ne vont pas varier à la petite semaine, mais qui sont pour le coup structurelles. Et donc ça, quand vous regardez ce qu'on a, et c'est pas uniquement, je parle pas uniquement de la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, tout ça, sont des pays qui vieillissent, qui ont une démographie en berne. Alors on se félicite toujours en France de notre démographie, mais enfin je rappelle qu'on est à 1,80, donc il n'y a pas de quoi s'en féliciter. Donc on ne se renouvelle pas. Voilà. Le taux de renouvellement, c'est de 10. Voilà. Donc en Espagne, on est à 1,30, au Portugal, on est à 1,30. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui n'est pas réservé à l'Europe. Non, c'est pareil. C'est un phénomène mondial. Au Japon, c'est bien pire. C'est les champions du monde. Au Japon, on est 126 millions. Il y a 126 millions de Japonais en 2018, en 2017. Il y en aura moins de 90 en 2050. Donc c'est un état catastrophique et ça pour le coup, ça va changer complètement l'approche qu'on peut avoir. C'est-à-dire que vous pouvez pas imaginer quand même que Bruno Le Maire, qui est incapable de faire une division, ministre de l'économie, Bruno Le Maire qui est incapable de faire une division, qui, il y a quelques années, quand il était ministre de l'Agriculture, ne savait pas ce que c'était qu'un hectare. Pourtant, on lui avait posé la question plusieurs fois. Donc, il était quand même censé négocier ça toute la journée avec l'Europe. Qui va, par l'opération du Saint-Esprit, redonner de la croissance. Donc, sachant que, dans les pays occidentaux,
qu'est-ce que c'est que la croissance? La croissance du PIB, elle est calculée à 70%, c'est la consommation des ménages. Donc, si vous voulez avoir une hausse de la croissance, ça veut dire que vous devez avoir une hausse de la consommation des ménages. Pour avoir une hausse de la consommation des ménages, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit les gens ont plus de revenus, soit ils s'endettent. Et malheureusement, force est de constater que dans tous les pays occidentaux, comme les revenus n'augmentent pas, revenus nets, net d'inflation, etc., comme les revenus n'augmentent pas, eh bien, c'est donc l'endettement qui prend le relais. Alors, ce taux de croissance, qui est un taux de croissance aujourd'hui potentiel, c'est un taux de croissance qui, dans des pays européens, va être entre -1 et +1. Donc, évidemment, bien en dessous de ce qu'il faudrait pour faire baisser le chômage, pour rendre du pouvoir d'achat aux gens, etc. Donc, je dirais, après, c'est de l'agitation, c'est de la com. On va vous vendre que grâce à ce qu'on a fait, je vous dis, on fait du plus 0,2 sur un trimestre, mais c'est de la guignolade. Vous en parliez à l'instant un petit peu le problème démographique. Comment ça se fait que personne ne parle de ce problème démographique en France et même en Europe parce que la France, en fait, la France est en train de vieillir, la France ne se renouvelle plus. Pourquoi personne n'en parle? Parce que je pense qu'ils savent pas quoi faire et que parler et dire les choses les mettrait dans une situation où on constaterait tous leur impuissance. C'est quoi le aujourd'hui, problème, en fait? c'est très clair. Quelqu'un vous consommez entre 25 et 50 ans. Parce que c'est là que vous avez le plus de revenus, c'est là que vous avez le plus envie de consommer, etc. Quelqu'un qui a 75 ans, vous pensez bien qu'il ne consomme pas comme quelqu'un de 40 ou de 45. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous avez de gens qui ont cet âge-là, plus de 65 ans, qui se retrouvent à la retraite, moins ils consomment. Et comme c'est la consommation qui représente les 2/3 du PIB, et qu'on n'a que cette mesure-là aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le qualitatif, dans la qualité de vie, on est dans qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter un iPhone de plus. C'est ça le sujet. Donc il n'y a pas de miracle. Si vous voulez, le gars de 75 ans, il n'a pas 3 iPhones, il s'en fout. Et donc vous vous retrouvez avec une croissance qui est très faible et qui est très faible dans tous ces pays qui vieillissent. Et tous ces pays qui vieillissent, c'est pas de bol, c'est le monde entier. Voilà. Il y a un seul continent qui va avoir une démographie, alors là, pour le coup, affolante, c'est l'Afrique, qui, d'ici 2050, aura 1 milliard de plus de population. Mais tous les autres auront réduit. Vous pensez qu'on peut sauver les meubles en reculant l'âge de la retraite ? Ah, mais c'est pas ça qu'il va falloir faire. C'est pour ça que c'est grotesque, les annonces que vous avez en permanence, où on vous dit « Oh là là, il va falloir qu'on recule l'âge de la retraite d'1 an, de 2 ans, etc. » Mais c'est pas le sujet. Je sais pas si vous savez, mais au Japon, dans la fonction publique, ils en sont à 80 ans. Imaginez le politique qui dit ça aujourd'hui, il n'est pas prêt de se faire élire. Donc, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il va falloir non seulement repousser l'âge de la retraite, la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est payer de moins en moins les retraités. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est vous, actifs, qui versez pour payer les retraites. D'accord ? C'est pas capitalisé, etc. C'est vous, aujourd'hui, qui versez le mois prochain la retraite de quelqu'un. Or, dans les années 70, 75 même, dans ces années-là, vous aviez 4 actifs pour 1 dépendant. D'accord ? Aujourd'hui, si vous prenez les vrais actifs, je ne parle pas de la classe d'âge, parce que là aussi, c'est faussé, c'est du marketing. On vous prend la classe d'âge entre 15 ans
et 65 ans, et on vous prend les inactifs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 15 ans, et ceux qui ont plus de 65 ans. Et on le rapporte. Et on dit, il y a encore deux actifs pour indépendants. C'est pas vrai. Parce qu'il faut prendre ceux qui sont réellement actifs. Donc on va prendre la classe d'âge, on va enlever les chômeurs, tous ceux qui sont sortis du circuit ou qui sont à temps très partiel, etc. Et si vous faites ce jeu-là, vous n'êtes aujourd'hui plus qu'à 1,20 actifs pour indépendants, et dans une dizaine d'années, vous passez en dessous de 1. Vous faites comment à ce moment-là? Ça veut dire que vous allez travailler pour nourrir un dépendant. C'est pas faisable. Olivier Delamarche, dans une interview précédente, je vous entendais parler des sachants, ceux qui, justement, un petit peu cachent ce qui se passe en réalité. C'est qui, les sachants? C'est toute une bande de soi-disant économistes qui sont plus dans le commentaire que dans l'analyse. Donc, un chiffre va tomber, ils vont vous dire oh là là, il fait plus 0,01 de plus que ce qui était attendu, c'est génial. Ou il fait moins 0,01, mais c'est pas grave parce qu'il a plu, ou parce qu'il a neigé, ou parce que, etc. Et quand on regarde réellement les choses, non seulement la plupart du temps, c'est le biais statistique normal, c'est-à-dire la marge d'erreur de la statistique, et on en fait des plats et des plats sur BFM, on commentait parce qu'il y avait trois demandes d'indemnité chômage de moins que la semaine dernière aux États-Unis, etc. Et c'est surtout que la plupart savent même pas comment c'est calculé. Et quand on se penche là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a une marge d'erreur qui est monumentale. Et donc, ça veut absolument rien dire d'aller discuter là-dessus. Et on discute là-dessus parce que c'est de la vente de lessive, quoi. Donc, il faut la rendre la plus belle possible. Donc, on continue à vous dire. Puis, on n'a pas intérêt, aucun gouvernant n'a intérêt à ce que les gens s'aperçoivent que ils ont voté pour des branquignoles. Donc, ils vont tenir jusqu'au bout en vous racontant des histoires où en ne mettant que le chiffre qui va pas trop mal, les chiffres du chômage en France. On vous sort la... parler d'ailleurs dès maintenant des chiffres du chômage. On est actuellement autour de 9,1 je crois. Vous affirmez que le chômage se situe plutôt autour de 18 à 20%, vous arrivez comment? Oui, vous êtes à 20. Simplement, vous reprenez tous les chiffres. Alors là, c'est pas uniquement français. C'est aux États-Unis, c'est pareil. On vous parle du plein emploi. Il y a pas de plein emploi aux États-Unis. 4 à peu près. Vous en êtes même très loin du plein emploi. En Espagne, on vous annonce des baisses du chômage. Au Portugal, on vous a annoncé une baisse du chômage. On oublie totalement de vous dire qu'il y a 700 000 Portugais qui ont foutu le camp. Sur une population de 6 millions, si vous voulez, ça fait mal. Donc, et ça, vous l'avez... Ou de gens qui travaillent partiellement, ou de... Non, des gens qui ont fichu le camp du pays. Ouais. Donc, évidemment, vous les retirez de la population active. Donc, mécaniquement, ça vous fait baisser votre taux. Donc, tout ça, je vous dis, c'est marketé. En France, on va vous donner la catégorie A. On va totalement oublier le reste. C'est-à-dire, en fait, le chômeur qui va pointer et qui a des indemnités. Mais tous les autres, ceux qui sont totalement sortis du circuit, qui deviennent SDF ou qui sont au RSA, etc., tout cela, vous les comptez pas. Donc, tous les gens qui vont travailler... Alors, même topo pour l'Allemagne. Alors, vous n'allez pas sur des chiffres de 20%, mais on peut l'estimer autour de 12%, alors qu'on nous vend du 6%, tout simplement parce qu'en Allemagne, si vous travaillez 1 heure... 10 euros. 10 euros, et puis vous êtes sorti du chiffre du chômage. Donc, c'est pas compliqué, si vous voulez. Mais évidemment, personne ne va, aucun politique ne va vous dire, oui, on a les yeux dans les yeux, on a 20% de chômage chez nous, parce que ça serait la révolution. Donc, on vous sort le chiffre qui est le mieux. Alors,
alors après, moi j'avais j'avais des conversations sans fin sur BFM là-dessus à propos des chiffres américains, mais on me disait, bah non, c'est pas des chômeurs. Ouais, d'accord, mais enfin, c'est pas des chômeurs, mais c'est des gens qui travaillent pas. Bon, alors après, on vous les appelez comme vous voulez, c'est pas le sujet. Mais, et je vous dis, la plupart du temps, les gens qui discutent de ça ne savent même pas comment c'est calculé. Les chiffres du chômage américain, c'est quand même quelque chose d'énorme. Vous avez le fisc. Je pense on pourra revenir sur les États-Unis en troisième partie. Je vous propose, enfin pour l'instant, justement, de vous poser cette nouvelle question. Les médias ont depuis 10-15 ans, on nous dit que voilà, les présidents Sarkozy, Hollande et maintenant Macron ont abattu ou en tout cas ont battu en brèche c'est la classe moyenne française. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a encore une classe moyenne en France? Non. Mais nul. Enfin, la classe moyenne étant nulle part. Vous avez Obama qui a dit mature. Obama a très bien fait ça aux États-Unis aussi. Il a supprimé la classe moyenne. Parce que c'est les plus nombreux et c'est ceux qui finalement râlent le moins. Pourquoi? Parce qu'ils bossent et qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire la révolution. Donc, ils bossent, ils consomment, donc ils n'ont pas le temps de... Ben voilà. Et donc finalement, c'est la classe la plus facile à éliminer. Vous redoutez, Olivier Delamarche, une crise bancaire comme celle qui s'est produite à Chypre, où les gens étaient limités sur leur retrait d'argent. Vous appelez aujourd'hui les Français à se débancariser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme? Et tout simplement, là aussi, on nous a vendu quelque chose. On nous a dit, après 2008, ça a servi de leçon et les banques sont beaucoup plus sûres. Alors on vous sort, enfin pour les spécialistes, on vous sort les fameux stress tests régulièrement et on vous dit, regardez, les stress tests, elles ont toutes passé. Alors c'est l'école des fans. Vous savez, vous aviez tous les enfants qui mettaient leur petite pancarte à 10 et donc les stress tests, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout la solidité de la banque. Tout le monde s'en fout de la solidité de la banque et puis on va pas vous dire que la Société Générale est en risque, parce que sinon vous déclenchez un bank run demain. Donc, un bank run, c'est les gens qui vont devant leur banque voilà. Et puis qui réclament leurs sous. Donc, évidemment qu'on ne va pas vous dire qu'elles sont en risque. Donc, on vous dit tout va bien, Madame la Marquise, les banques françaises sont solides et ça va bien se passer. Le seul problème aujourd'hui, c'est que en 2008, en 2007, 2008, 2009, les États n'étaient pas endettés. L'État américain était endetté autour de 50%. Les Européens, c'était pareil, on n'était pas endettés. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, quand les banques ont failli faire sauter le système en 2008, les banques ont failli faire sauter le système, les gros assureurs, comme AIG aux États-Unis, principal assureur, a sauté. Qu'est-ce qui s'est passé? On a en gros nationalisé. Et donc, les contribuables ont payé les pertes des banquiers. Aujourd'hui, les banques et les assureurs sont exactement dans la même position. Ne croyez pas une seconde qu'ils sont plus sûrs qu'en 2008. Ils sont même à la limite moins sûrs, puisque tout le monde est persuadé que ça va mieux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un pépin, je ne parle pas du petit pépin, je parle du gros pépin. S'il y a un pépin aujourd'hui, eh bien, les États ne pourront pas faire ce qu'ils ont fait en 2008-2009. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, et on l'a mis en place et on sait très bien que ça arrivera, à ce moment-là, on fera ce qu'on appelle des bail-in, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Chypre. En gros, la banque ferme, ponctionne les comptes pour se redresser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si... Et les gens peuvent retirer que 50 € par jour. Voilà. Mais si vous avez une banque qui ferme et que les gens ne sont pas complètement demeurés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous perfusion de télé-réalité toute la journée, la personne qui apprend que la BNP ou que la Société Générale ou que le Crédit Agricole, peu importe, est fermée et qu'il va y avoir un bail-in dessus, soit il est totalement abruti et il reste chez lui,
soit il l'est pas et il court à sa banque pour retirer son argent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un bank run dans toutes les autres banques. Et ça, c'est inacceptable, parce que vous faites couler toutes les autres banques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il y a un pépin dans une banque, qui est une banque systémique, une grosse banque, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, toutes les banques seront fermées. Et non seulement toutes les banques seront fermées, pas que toutes les banques du pays, toutes les banques dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que là encore, si vous vous réveillez un matin et que vous apercevez que les banques sont fermées en Italie, moins que, je vous dis, vous soyez totalement abruti, qu'est-ce que vous faites? Vous foncez dans votre banque et vous retirez votre argent en France. Et donc, vous serez obligé de le faire dans toute l'Union européenne. Ça consiste en quoi exactement, se débancariser? On récupère nos fonds et on les met sous nos matelas? On en laisse le moins possible, parce que de toute façon, malheureusement, vous êtes obligé, pour vivre, d'en laisser. Pour le reste, vous sortez... On achète de l'or? Vous sortez... Alors, si vous pouvez en effet acheter de l'or, mais pas que ça. C'est-à-dire, vous pouvez aujourd'hui trouver hors de l'Union européenne des banques qui sont des banques privées. Et Charles Le Gave évoquait le cas de l'Indonésie ou des pays du Sud-Est asiatique pour investir. Alors il y a plus proche. Ouais. Enfin, moi, j'aime beaucoup Charles Gave, mais il a vécu une partie de sa vie en Asie, et donc simplement le jour où vous avez un souci, faut vous préparer à faire 20 000 bornes. Et c'est pas si facile que ça. Non, il y a des pays à côté de l'Europe qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui vous permettent d'avoir des banques privées et de vous débancariser. Mais voilà, le principe c'est ça, c'est de dire que malheureusement, le jour où il y a un pépin, on sera obligé de fermer partout parce que sinon vous déclenchez forcément un bank run. Et l'assurance vie c'est la même chose. Enfin c'est le même principe. On va s'arrêter là, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans un instant. La deuxième partie de notre politique éco, toujours en compagnie de notre invité Olivier Delamarche. Olivier Delamarche, certains observateurs du fait économique affirment que contrairement à 2008, la prochaine crise financière ne viendra pas des États-Unis mais d'Europe. Quels sont les pays en première ligne? Oh, les pays en première ligne, la liste est longue. Je pense que c'est très compliqué de savoir d'où ça va venir. La situation aujourd'hui, elle est tellement tendue que vous pouvez avoir une étincelle à peu près partout dans le monde. Donc, ça peut repartir des États-Unis, comme ça peut partir de la Chine, comme ça peut partir du Japon, comme ça peut partir de n'importe où. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, un des candidats à l'étincelle, c'est l'Europe. Et c'est l'Europe... alors... On a bien vu que M. Tsipras n'était pas prêt à sortir de l'euro. Oui. Maintenant, on a les Italiens. On a les Italiens qui ont l'air quand même... Ce qui m'a frappé avec les Italiens, c'est que à chaque fois, quand je discutais avec des Italiens, ils me disaient « mais non, ça va pas arriver ». Donc, ah mais non, ils seront jamais élus. Ils ont été élus. Puis après, on m'a dit, ouais, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ils vont jamais faire de coalition. Sauf qu'il y a eu une coalition. Et puis après, on a dit, ah bah oui, mais ils arriveront pas à faire un gouvernement. Sauf que, pas de bol, ils ont fait un gouvernement. Et maintenant, on vous dit, ah mais non, mais ça va faire comme Tsipras, il y aura pas de sortie de l'euro. Moi, j'ai écrit un papier en début d'année sur l'Italie, où je disais, attention, il y a un risque. Il y a un risque que, là, on voit très bien Monsieur Salvini qui, tel le matador, agite la cape rouge devant le nez de Monsieur Juncker,
qui titube parce qu'il a une sciatique, paraît-il. Et donc, il a d'autres problèmes. Oui, il a des problèmes. Ouais. Je doute que ce soit une sciatique, mais enfin bon. Monsieur Juncker, et donc, il agite aujourd'hui plutôt je dirais le sujet des migrants. J'ai quand même l'impression que c'est un jeu de magicien, si vous voulez. Vous regardez ma main droite et puis pendant ce temps-là, je vous pique votre portefeuille de la main gauche. C'est un peu ça. Je suis pas certain du tout qu'il soit pas en train de préparer réellement la sortie de l'euro et que il nous amuse avec le coup des migrants pour qu'on regarde pas ailleurs et qu'il nous prépare ça gentiment parce qu'il faut le préparer. S'ils veulent sortir de façon intelligente, il faut qu'ils le préparent. Et il y a tellement d'europhobes quand même chez eux. Alors j'ai adoré parce que quand j'ai dit ça la dernière fois, il y avait plein de commentaires sous la vidéo que j'avais faite et il y en avait qui me ressortaient tous les articles des traités européens disant que faudrait bien qu'ils comprennent que le jour où quelqu'un, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, même que ce soit l'Allemagne, sortira de l'Europe, évidemment que ça n'était pas prévu dans les traités. Mais ils se gêneront pas. Donc, faut arrêter avec ah ben non, mais le traité, il a dit que bon, non. S'ils sortent, je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux être le premier à sortir dans ce genre d'histoire. Et le faire de façon intelligente, comme vous venez de le préciser, ça consiste en quoi ? Moi, ça consiste à préparer son coup, c'est-à-dire pas comme nous, on sera les derniers, on n'aura rien préparé du tout, comme Monsieur Macron ne vit que pour ça. Le préparer, c'est faire en sorte que ça casse le moins possible. Moi, je suis pas du tout comme par exemple, comme Jacques Sapir qui dit que ça ne sera que positif. Je pense que ça ne sera pas que positif dans un premier temps. Je pense que dans un premier temps... Vous craignez pour la dette, pour le pouvoir d'achat des Français ? Non, mais alors, des Français, oui, mais même des Italiens, même si c'est préparé, c'est quelque chose qui, dans un premier temps, va être compliqué à gérer. C'est-à-dire compliqué vis-à-vis des dettes, compliqué vis-à-vis des entreprises qui, certaines, se sont endettées dans d'autres. Donc, ça va être compliqué. C'est pas quelque chose que vous défaisez comme ça, en claquant des doigts, etc. C'est compliqué. Et puis, les relations vont être un peu tendues. Bon. Donc, et comme l'Europe n'est pas non plus un exemple de démocratie les relations sont tendues entre qui et qui ? Entre pays ou entre chaque pays et Bruxelles ? Entre chaque pays et Bruxelles, entre Bruxelles et celui qui sort, entre certains pays qui n'ont pas envie que l'Europe éclate, et parce qu'elle éclatera derrière. Vous pouvez pas avoir un pays comme l'Italie. Non mais c'est évident. Vous pouvez pas avoir un pays comme l'Italie. Si vous aviez eu une sortie négociée du Portugal, oui. Bon. Oui, il n'est pas un pays fondateur. Non, mais c'est même pas ça. C'est que c'est ridicule en termes de PIB. Bon, un pays comme l'Italie, vous pensez bien que c'est le troisième pays européen. Ça va faire des dégâts. Ça va faire des dégâts, puis ça va donner des idées instantanément à l'Espagne. L'Espagne qui va faire la même chose, parce qu'elle va dire pourquoi machin et pas nous. Donc il y a c'est une fin de l'euro et de l'Europe. Mais je dirais ils l'ont bien cherché. Est-ce que la fin de l'euro entraînera forcément une fin de l'Union européenne ? Oui. D'accord. Oui, parce que aujourd'hui, on voit que c'est une mafia l'Europe. On a des gens qui sont pas élus, qui se comportent comme des mafieux. C'est une mafia. Donc oui, je pense que ça sautera. Avec cette crise qu'on ne peut pas anticiper. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'anticiper ? Ou en tout cas, pourquoi est-elle aussi dure à anticiper que celle de 2008 ? Bah oui, mais 2008, vous étiez de ceux qui l'avaient oui, mais 2008, si vous voulez, c'était je dirais, c'était une crise de marché financier et on avait... Moi, c'est ça qui m'a paru... effarant en 2008. Moi, j'avais sorti un papier fin 2006 où je disais attention,
les États-Unis vont en récession. On va droit dans le mur, c'était le titre de mon papier, droit dans le mur. On va droit dans le mur et ça va être extrêmement saignant. Parce que là-dessus va se rajouter la crise immobilière. Mais c'était quelque chose de connu dans les milieux financiers. Or, vous aviez des analyses, des commentateurs qui, jusqu'à la fin de 2007, ont continué à dire mais il n'y a pas de crise immobilière, il n'y aura pas de crise économique, il n'y aura pas de récession, etc. Alors que on avait toutes les données, tout le monde le savait. Enfin, je veux dire, c'était pas compliqué. Là, c'est quelque chose qui est alors beaucoup plus défendu. C'est-à-dire qu'il y a une résilience des systèmes européens et autres qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, enfin, on a quand même, il faut se remettre quelques années en arrière. On a des banques centrales qui, au mépris de toute conscience, se sont mis à détruire les fondamentaux économiques avec leurs histoires de planche à billets et de QE. Et moi, là, j'ai fait une erreur majeure en 2009, c'est que je me suis dit, non, c'est des gens responsables, ils vont pas faire ça. Ils vont pas détruire les fondamentaux économiques simplement pour pouvoir durer quelques années de plus. Le QE, c'est le quantitative easing qui consiste à mettre de la liquidité dans le marché. Voilà, à faire tourner la planche à billets, en gros, pour être plus... D'accord. Bon. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et souvenez-vous, 2012, à la mi-2012, Draghi, qui sort cette phrase débile, pour un type de ce niveau-là, débile, et qui dit « nos limites, je ferai tout ce qu'il faut pour défendre l'euro ». Alors que les statuts quitte à détruire tout, c'est-à-dire n'empêchent pas justement ce quantitative easing. Les statuts de la BCE justement n'empêchent pas ce quantitative easing. On est au-delà de ça là. Bon, on a marché sur les traités allègrement et on a fait tout ce qui était interdit. C'est pour ça que je vous dis les traités, on s'en fiche complètement quand il faut. Donc, mais c'est effarant, c'est-à-dire que on est rentré dans ce système de dette. De façon ahurissante, avec des banques centrales qui achètent tout, des actions... Donc l'euro, d'après vous, va exploser à cause de la dette? Mais non, à cause du système qui maintenant est irréversible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance que de la dette. C'est pas la dette qui a amené la croissance, il n'y a plus de croissance que de la dette. Et aujourd'hui, vous êtes dans un système qui ne fonctionne que comme ça, avec des banques centrales qui sont obligées de maintenir les taux proches de zéro, puisque dès que les taux vont remonter, avec le niveau de dette qu'on a, ça ne tiendra pas. Donc, elles sont obligées de continuer. C'est de la drogue. C'est vraiment de la drogue. C'est-à-dire, vous coupez pas le truc comme ça. Donc, après, vous pouvez de façon, je dirais, marketing, commercial, vous pouvez essayer de faire penser que vous pouvez en sortir, etc. C'est ce qu'a fait Madame Yellen. Et ensuite, à la fin, Madame Yellen, qui a commencé à remonter pas à pas, très lentement, ses taux d'intérêt, en faisant semblant de dire tout va bien, tout va tellement bien que je remonte mes taux. Mais c'est une aberration. On sait très bien que ça va... Les Américains sont à quel niveau de dette? Est-ce que c'est comparable à ce qui se passe? Les Américains, si vous... Alors, les Américains, on parle assez peu souvent du chiffre de la dette américaine. C'est monstrueux. Si vous additionnez tout, vous êtes... Nous, on en est à 2000 milliards d'euros. Voilà. Si vous êtes... Alors, le PIB américain est à 20 000 milliards, d'accord? Le PIB américain est à 20 000 milliards. La dette, elle tourne autour de 65 000 milliards, en tout. Alors, je parle de la dette publique américaine, et puis je parle aussi de la dette des ménages américains,
Mais c'est vraiment un système aujourd'hui. Vous regardez la croissance américaine, c'est de la dette. Et uniquement de la dette. C'est pas la hausse des revenus. Hein. C'est uniquement de la dette. Voilà, ils achètent leur croissance, mais on l'a acheté nous aussi. En Espagne, entre 2008 et 2016, il y a eu 12,10 € de dette pour faire 1 € de PIB. Justement, quand même beaucoup. Olivier de Lamarche, on entend dans les médias la Grèce, le Portugal, l'Espagne, ça y est, ils sont dans le coup. Est-ce que vous... Bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe dans ces 3 pays? C'est même honteux d'être capable de dire ça. Alors évidemment, on a... La Grèce est revenue sur les marchés financiers. On a Moscovici qui s'étale... commissaire européen. Ben oui, on lui a trouvé un petit job commissaire européen. Il avait tellement bien réussi au ministère de l'économie en France qu'il fallait lui filer une promotion. Donc Moscovici, évidemment, s'étale en nous expliquant que la Grèce revient sur les marchés et que le problème grec est résolu grâce à lui. Les Portugais, c'est pareil, et l'Espagne, c'est pareil. Bien sûr que non. C'est-à-dire que les fondamentaux n'ont absolument pas évolué. La dette, elle est toujours la même. Le chômage, je vous ai dit, c'est juste un calcul parce qu'il y a énormément de gens qui ont quitté ces pays-là pour pouvoir aller travailler ailleurs. Les salaires sont absolument pas remontés. Ils ont même été plutôt divisés par moins 25 ou moins 30. Vous avez un PIB qui a chuté de 25%. Alors tout d'un coup, oh là là, vous vous rendez compte, il a monté de 2% sur l'année. Oui, il ne va pas baisser de 25% par an, de toute façon. Donc, oui, il y a une petite reprise. Vous avez un Portugal, par exemple, qui est passé dans les années 60, vous aviez 25% d'agriculture dans le PIB portugais. Aujourd'hui, vous en êtes à 4%. C'est que du tertiaire. Alors, je disais souvent sur BFM aux États-Unis que la reprise concernait les barmen et les serveuses. C'est un peu ça, au Portugal, si vous voulez. Donc, oui, il y a un petit rebond des services, en grande partie dû à quoi ? Dû à ce qu'ils ont fait du dumping fiscal, que vous avez pas mal de retraités français et autres qui sont allés passer leur retraite au Portugal et qui consomment un peu. Oui, alors, ça ne change rien. Vous êtes quand même à 140% du PIB en dette et que ça ne peut que malheureusement mal se passer. La Grèce, c'est pareil, vous êtes à 180%. Alors, je me souviens, tout le monde m'avait pris pour un imbécile quand on a fait le premier haircut. C'était amusant, le premier haircut. Qu'est-ce que c'est un haircut, vous pouvez rappeler? Le haircut, c'est pas passer chez le coiffeur, c'est simplement, enfin, c'est passer chez le coiffeur pour les détenteurs de dette. C'est-à-dire que on ne rembourse pas. Alors, on appelle ça une restructuration en langage mainstream. Ouais. On appelle ça une restructuration. C'est pas une restructuration, c'est un défaut de paiement. Point barre. Ouais. Et donc, on organise le défaut de paiement donc de 75% quand même. En Grèce. Et alors là, extraordinaire, on vous explique que la Grèce est sauvée, que son endettement va passer de 160 à 120, que ça va être génial, etc. Et puis, pas du tout. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut connaître un peu le fonctionnement de la chose, parce que ça, évidemment, on s'en est pas trop vanté. Quand on a décidé de ce haircut, on a réuni autour de la table un représentant de la BCE, un représentant des banques et des fonds, pensions, etc., qui détenaient la dette grecque, et puis un représentant des banques grecques. Et là, on s'est tourné vers la BCE, on leur a dit, bon, on va faire un haircut de 75%. Puis la BCE a fait, bah non, vous êtes fous, sinon on est en faillite. Donc, et la Banque centrale qui est en faillite, ça se fait pas. Donc non, nous, ça nous concerne pas. Ah bon, d'accord, ok, on se tourne vers les investisseurs internationaux, les banquiers, et on leur dit, bah vous allez faire le haircut de 75%. Et là, les banquiers disent, ah bah non, nous, parce que en fait, nous, on détient des obligues en droit international, pas en droit grec. Donc ça nous concerne pas.
Donc passez votre chemin, monsieur. Et donc ils passent leur chemin, et puis là ils se tournent vers les banquiers grecs qui, eux, de toute façon sont étranglés, donc un peu plus, un peu moins, et on leur dit va falloir faire un haircut. Là les banquiers grecs disent mais bon, si on fait un haircut, on est en faillite quand même, hein, donc voilà. C'est pas grave. Donc ils font le haircut. Donc, juste pour la part des obligations qui étaient en droit grec, etc., et qui appartenaient aux banques grecques. Et puis, une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe ? Les banques viennent toquer à la porte du gouvernement grec en disant les gars, on est en faillite, donc on fait quoi maintenant ? Et là, les autorités grecques se tournent vers la BCE en lui demandant de lui prêter de l'argent. Résultat des courses, vous ne faites pas 160, 120 en termes de taux d'endettement de la Grèce, vous faites 160, 140, 160. Et ça en quelques semaines. Bon. Résultat des courses. Et là, vous avez eu 3 restructurations ou défauts de paiement depuis 2012, et vous êtes à 180%. C'est merveilleux, c'est vrai que la Grèce est sauvée. Enfin, ils ont complètement détruit le système de santé publique, ils ont complètement détruit les retraites. C'est une catastrophe, la Grèce. C'est un pays en ruine, comme le Parthénon. Donc, les ruines sont moins belles. Olivier Delamarche, dernière question pour cette deuxième partie. Qu'est-ce que vous pensez du Brexit ? Est-ce que vous pensez que les Anglais ont bien fait de sortir de l'Union européenne? En tout cas, ils ne l'ont pas encore, c'est pas encore acté. Le Premier ministre est en train un peu de se débattre dans tous les sens. Est-ce qu'ils ont eu raison de voter pour la sortie de l'Union européenne? Bien sûr. Qu'est-ce qui va arriver quand ça sera acté? Ils avaient déjà, je vous rappelle qu'on nous annonçait l'ère glaciaire qui allait s'abattre sur l'ère glaciaire. Les sauterelles. Voilà, les 7 plaies d'Égypte, on allait jeter les bébés dans la Tamise, enfin bon, ça allait être l'enfer. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont plus de croissance que nous, d'accord? Donc, et puis c'est des Anglais. C'est-à-dire? On peut dire moi qui ai fait un peu de rugby, je peux vous dire que c'est quand même l'équipe la plus compliquée à gagner. Donc c'est des gens qui, Monsieur Churchill leur promettait du sang et des larmes. Ils y sont prêts. Ils y sont prêts. Et je pense que ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce que, mais oui. Enfin, je veux dire, c'est quand même inadmissible aujourd'hui que personne ne prenne en compte les votes des peuples européens et qu'il y ait cette mafia européenne qui est prête à tout pour conserver ses prérogatives. C'est quand même quelque chose d'hallucinant. Et quand vous votez mal, on vous dit vous avez voté mal, on va revoter ou finalement on va quand même le faire et puis c'est parce que vous avez rien compris. Enfin, les Anglais sont des idiots, en fait. Voilà. Mais oui, mais on est tous des idiots. Un des plus vieux pays du monde, c'est des idiots. On est tous des idiots. De toute façon, si on n'est pas d'accord avec eux, on est tous des idiots. Donc, voilà, c'est pour notre bien, bien sûr. Il faut regarder les choses froidement. L'Europe et l'euro, c'était plus de chômage. J'ai pas vu. C'était de la croissance, et une forte croissance. Pas vu non plus. Alors maintenant, on vous sort, mais c'est grâce à ça qu'il n'y a pas eu de guerre. Non, c'est pas grâce à ça qu'il n'y a pas eu de guerre. Donc, c'est grâce au fait qu'on a une arme de dissuasion massive qui s'appelle le nucléaire. Et puis je rappelle que les Balkans, c'était... Donc c'est bien dans le coin, si mes souvenirs sont bons. Donc faut arrêter de dire des bêtises. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. On voit, parce que sinon ça n'aurait pas amené la Grèce. Alors, si vous voulez, c'est assez simple. Quand tout va bien, c'est-à-dire quand vous avez de la croissance, quand les pays ne sont pas endettés, c'est ce qu'on a eu jusqu'en 2008 finalement.
Si tout va bien, évidemment que le système tient. C'est un peu bancal, mais ça tient. Il n'y a pas de gros vent, ça tient. Le jour où il y a du gros vent, le jour où il y a tempête, le jour 2008 arrive, et ben c'est là qu'on s'aperçoit que ça marche pas, que ça a été mal fait, que ça a été mal conçu, et les pays qui étaient un peu bancals, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc., et même la France, hein, on n'est pas, je sais bien qu'on a le coq comme emblème, mais on n'est pas mieux que les autres. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Et là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que l'Allemagne en a profité largement, mais qu'aujourd'hui, l'Allemagne est aussi une candidate au départ. Vous savez, parce que quand ils vont faire leurs calculs, qu'ils vont s'apercevoir que ça leur coûte plus cher de rester que de partir, ils risquent de partir aussi. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve dans un instant, Olivier Delamarche. Toujours avec notre invité aujourd'hui, Olivier Delamarche. On va sortir un petit peu de France maintenant et même de l'Union européenne. Pour vous, Olivier Delamarche, que signifie cette guerre qu'a lancée Donald Trump à l'encontre de l'Union européenne? Guerre économique. Sur l'aluminium. Oui, enfin c'est plutôt, je dirais, guerre avec l'Iran, contre la Chine, guerre contre la Russie. J'aurais envie de lui dire, si je le vois, quel est le projet? Je vois pas bien. Le projet de Donald Trump. Le projet de Donald Trump, puis le projet des Européens aussi, d'aller dans la ligne de Donald Trump et de vouloir, comme M. Macron, absolument taper sur les Russes. Je vois pas bien l'utilité et le projet d'un type qui n'emmerde personne. Poutine. Poutine, ouais. N'emmerde personne. Bon. Contrairement aux Américains, hein, qui sont un peu partout en train de faire la guerre. Donc, je vois pas bien. Enfin bon, il doit avoir des raisons que j'ignore. C'est la fameuse pensée complexe de M. Macron. Pour vous, ça consiste en quoi, ces mesures protectionnistes qu'il a prises vis-à-vis de l'Europe? Il y a des choses qui sont pas totalement inintéressantes chez Trump. Le protectionnisme, ça vous évoque Non, quoi? c'est pas une question de protectionnisme, mais le fait d'essayer, mais je pense que malheureusement c'est trop tard, mais le fait, en tout cas dans les mots, d'essayer de rapatrier un peu d'industrie chez lui et un peu d'argent chez lui, le fait de rééquilibrer et de remettre quelques règles dans le commerce mondial, c'est pas forcément totalement idiot. Après, vous pensez que de ce point de vue-là, il a déjà gagné le pari ou pas? On verra. Ouais. Hein. Que 2 ans. Après, pour l'instant, réellement, il y a beaucoup d'agitation, mais... oui, on nous dit 4% de chômage, 4,1% de croissance, enfin on a parlé des chiffres tout à l'heure, voilà. Tout ça, c'est faux. Ouais. Le fait est que il va avoir plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires et que, évidemment, si vous mettez plus de 1000 milliards de dettes, vous pouvez quand même espérer de l'autre côté faire 200 milliards de croissance du PIB. Donc c'est le moins qu'on puisse faire. Mais donc il n'y a pas aujourd'hui. Il faut pas croire que les États-Unis sont repartis, que vous aurez 4% de croissance et tout ça. C'est aussi de la croissance achetée par de la dette, et que ça n'a pas une pérennité importante. Après, c'est plutôt la guerre avec la Chine. Oui, je pense que la guerre avec la Chine, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est pas si évident
d'imaginer qui va sortir gagnant de ça, parce que vous pensez qu'il a les moyens de se lancer dans une opération comme ça? Le problème, c'est que je vous rappelle quand même que la Chine, c'est bien, avec la Russie d'ailleurs, c'est bien dédollarisé. Qu'ils ont monté des circuits parallèles, qu'ils achètent de l'or à tour de bras, qu'on peut se poser la question depuis les contrats qu'ils ont fait pétrole contre yuan convertible en or, s'ils vont pas nous sortir une monnaie entièrement convertible et basée sur l'or. Donc les Chinois, faut se méfier, ils manœuvrent bien. Alors, ils ont des difficultés aussi énormes. Hein, eux, comme vous dites, d'ailleurs, ils n'emmerdent personne, d'ailleurs, les Chinois. Mais ils ont quand même des grosses difficultés, parce qu'ils ont fait tourner, alors eux, pour le coup, la planche à billets dans des proportions à la chinoise, quoi. Donc, ils ont surinvesti dans des proportions aussi à la chinoise. Leur croissance ralentit ou... Ah bah oui, leur croissance ralentit, mais ça, il y avait que les demeurés pour penser qu'ils étaient à 7% de croissance. Nous, on l'avait dit chez les éconoclastes depuis longtemps. Tout d'un coup, les gens se sont aperçus que oui, peut-être que les chiffres n'étaient pas vraiment les bons. Bon, mais non, la Chine... sur beaucoup de plans, ça risque quand même d'être un gros morceau pour les Américains. Je vous rappelle aussi, par exemple, que la Chine a le monopole, quasi le monopole, des terres rares. C'est quoi les terres rares? Les terres rares, c'est un truc que vous trouvez partout. Dans votre micro, dans votre téléphone, dans tous les circuits électroniques, etc. Et le problème, c'est que quand vous avez un pays comme ça qui a le monopole, c'est-à-dire que si imaginons que les Chinois bloquent totalement le circuit des terres rares, je pense qu'il y a matière à rire, parce que ça paralyse toute l'industrie. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Alors après, il y a le folklore, c'est « je t'aime moi non plus », etc. Mais c'est aussi destiné, je pense, à l'intérieur, c'est-à-dire vis-à-vis de leur population, de dire « regardez, j'ai des gros bras et je fais en sorte de sauver vos emplois », etc. Mais je crois que aujourd'hui, l'économie est tellement mondialisée que c'est un jeu de dupes, parce que personne ne peut réellement se renfermer sur soi-même. Et c'est ça qui est, à mon avis, dangereux et qu'il faudra un jour revoir, c'est justement cette non-diversification des pays, et qui est extrêmement dangereuse. Le Japon, c'est que de l'export électronique, quasiment. Bon. L'Allemagne, c'est que de l'export de bagnoles. L'Italie, c'est de la mécanique de précision, etc. Et c'est aussi beaucoup d'export. L'Allemagne, elle n'a pas de consommation intérieure, parce qu'elle a un gros problème démographique. Le Japon, pas de consommation intérieure, parce que gros problème démographique. Tous les pays comme ça sont spécialisés. On a dit de la Chine que c'était l'usine du monde, que fabriquer des baskets, etc., que l'Inde, c'était les services informatiques délocalisés, etc. Ben, tout ça fait que le jour où il y a un pépin sur votre métier, ben, vous n'avez pas de relais. Et ça, c'est excessivement dangereux. On l'a vu au moment du tsunami. Souvenez-vous, toutes les chaînes de montage de voitures étaient arrêtées partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que les Japonais fabriquaient une espèce de petite puce, un petit élément qui devait coûter 30 cents, sauf qu'il n'y avait que leur usine qui fabriquait ça, et que leur usine a été arrêtée par le tsunami. Et là, on s'est aperçu non seulement de l'inconscience et de la bêtise du système. C'est-à-dire que, à force de cette hyper-spécialisation, eh bien, vous n'avez absolument aucun relais quand il arrive un pépin. Et ça, ça peut jouer de façon négative, et ça joue de façon négative sur nos pays. Et puis, ça peut jouer aussi dans le sens où
au-delà de tous les discours que vous pouvez faire, vous dépendez tellement en fait de l'extérieur que vous n'avez pas beaucoup d'effet de levier pour agir au-delà de quelques paroles. Entre les États-Unis et la Russie, cette guerre froide un petit peu que les médias évoquent, est-ce que vous pensez que c'est du folklore? Est-ce que vous pensez que Poutine et Trump, qui sont quand même deux populistes, enfin je ne sais pas si c'est vraiment le terme le plus approprié, mais en tout cas c'est des personnes qui sont assez populaires dans leur pays. Est-ce que vous pensez que cette pseudo-guerre est réelle? Écoutez, je ne le souhaite pas. Comment ça se fait qu'ils ne s'entendent pas? J'en sais rien. Mais exactement comme... Vous n'avez pas réponse à tout, Olivier Delamarche. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce que, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on va lui chercher des noises? Pourquoi est-ce qu'on prend des mesures de rétorsion vis-à-vis de quoi? Il est sur le même continent que nous, ils ont de la croissance, ils ont des matières premières. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'entendre avec lui? Il n'est pas plus communiste que vous ou moi. C'est terminé. Qu'on arrête de dire que c'est un dictateur sanglant, ça fait rire tout le monde. Il est réélu et largement mieux élu que M. Macron ou qui que ce soit en Europe. Donc... Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter. Ça devient grotesque, ça devient ridicule. Il est trop bien réélu, c'est ça? Probablement, ça doit faire peur à nos politiques qui, eux, Monsieur Macron a gagné sont élus avec 10% de la population. Enfin, je veux dire, il y a évidemment, ça doit les titiller un peu. Mais ça devient grotesque. Enfin, et puis, à côté de ça, on dit, Monsieur Poutine, horrible dictateur, mais à côté de ça, on va donner la Légion d'honneur à un représentant de l'Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. De toute façon, ça fait un moment qu'on n'arrête pas de creuser, de tomber. Je veux dire, on va bientôt. C'est pas des économistes que vous allez inviter, c'est des spéléologues, parce que on va très loin et on ne s'arrête pas. Enfin, c'est quand on lit la presse en ayant un peu de recul aujourd'hui sur tous les sujets. On nous ment à un point. C'est effarant. Non, mais c'est effarant cette espèce de Monsieur Macron qui veut censurer absolument les fake news alors que c'est lui qui en fait toute la journée. Enfin, on est dans un truc entre l'affaire Benalla, ça n'arrête pas. Et on se demande quand est-ce qu'on va toucher le fond. Ça serait bien d'ailleurs. On l'agite pour éviter de parler des vrais sujets. Je sais même pas, mais c'est que ils sont tellement nuls que quelquefois ça transparaît et on s'aperçoit qu'ils sont nuls et c'est effrayant. C'est effrayant parce que ça dure depuis des lustres. Alors certains ont cru que l'arrivée du jeune banquier allait changer tout. Je pense que beaucoup déchantent. C'est effarant. Même dans son camp. Même dans son camp. Mais oui, c'est... Olivier Delamarche, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je voulais vous parler un petit peu en dernier de ce pays qui a perdu, dont la monnaie a perdu plus de la moitié de sa valeur, 52% face au dollar. C'est l'Argentine. Ça vous évoque quoi? Ouais, ça m'évoque le fait suivant, c'est que il y a un analyste que j'aime bien qui s'appelle Albert Edwards et qui disait il y a très longtemps qu'il avait qualifié les BRICS de Bloody Ridiculous Investment Concept. Ça veut dire concept d'investissement ridicule. Et en fait, oui, le problème, c'est que quand vous avez une bagarre entre gros, c'est-à-dire entre les États-Unis, la Chine, que vous avez des mouvements de capitaux importants, quand vous êtes dans les marchés émergents, ça fait mal. Voilà, donc puis il n'y a pas que l'Argentine, vous avez la Turquie, vous avez pareil sur la lire turque, pareil sur évidemment le Venezuela, le Brésil. Enfin bon, il y a
aujourd'hui, tous les marchés émergents et tous les pays émergents sont dans la tourmente notamment à cause du dollar. Mais voilà, enfin donc après, c'est pas étonnant, si vous voulez, quand vous avez eu depuis 2008, vous avez eu des tombereaux d'argent qui ont été fabriqués. Vraiment des tombereaux. Comme on n'en avait jamais vu à aucune période. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez des tombereaux d'argent comme ça, que vous avez des taux à 0%? Eh bien, vous prenez une mauvaise décision d'investissement. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, il faut bien que cet argent aille quelque part. Et donc, il va se déverser, mais sur tout et n'importe quoi, sans discernement. C'est ce qui s'est passé. Alors, à un moment, on a acheté les pays émergents parce que c'était les seuls sur lesquels il y avait encore un petit peu de rendement sur les obligations. Dans nos pays, c'était fini depuis longtemps. Et donc, vous avez des gens qui se sont crus malins, qui se sont dit, ah bah, c'est génial, on va aller sur les pays émergents. Et puis donc, il y a eu un afflux d'argent qui est arrivé là-dessus. Et aujourd'hui, vous savez très bien que pour déplacer de l'argent, il faut un dixième de seconde. Hein, donc, vous appuyez sur un bouton et c'est fait. Et donc, dès que ça commence à secouer un peu, dès qu'il y a des questions qui commencent à se poser, vous retirez votre argent des pays les plus risqués. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve... vous connaissez l'histoire, hein, c'est quand la marée se retire qu'on voit ceux qui avaient un maillot de bain. Voilà, les pays émergents n'avaient pas de maillot de bain. Dernière question, Olivier Delamarche. Pourquoi ne faites-vous pas de politique? Parce que d'abord, je n'aime pas les crétins, et il y en a beaucoup. En politique. Et secondo, parce qu'on est malheureusement dans un pays où, dès qu'on peut vous mettre une étiquette, on vous la met. Et qu'à partir du moment où on vous a mis une étiquette, vous devenez inaudible. Donc, je préfère garder ma liberté de ton et ma liberté de parole et ne pas frayer avec aucun parti politique. Alors, vous en avez beaucoup qui m'ont approché, ou qui ont approché les éconoclastes en général, pas que moi. Qui des noms. Il y en a beaucoup qui nous ont approchés. Des gens à gauche? Non, je ne donne pas de nom. Il y en a beaucoup qui nous ont approchés, et à chaque fois, ça a été la même réponse, ça a été non. Donc, voilà, moi, j'ai pas du tout envie... D'abord, j'y crois pas, parce que je trouve que... pour des élites, c'est l'élite de la bêtise. Que de toute façon, dans l'état actuel des choses, ils ne servent à rien. Puisque je vous rappelle que c'est notre aimable président Juncker qui décide de tout, et Angela. Et donc, dans l'état actuel des choses, ils ne servent strictement à rien. Donc, ça n'a aucun intérêt de se rapprocher d'eux. On verra bien le jour où on aura récupéré notre souveraineté. À ce moment-là, il sera peut-être temps de se poser la question de savoir si on peut leur filer un coup de main ou pas. Mais pour l'instant, franchement, ça n'a aucun intérêt. Je vous dis... Dès qu'on peut vous identifier pour un parti ou un autre, peu importe le parti, à ce moment-là, vous devenez inaudible. Puisque c'est tellement facile de venir vous dire, bah oui, mais vous avez dit ça parce que, etc. Donc, ça n'a aucun intérêt, et on aime bien notre liberté chez les iconoclastes, et on n'a pas du tout envie. Bien. C'était la base, d'ailleurs, c'était l'ADN des iconoclastes, c'était surtout ne se rapprocher d'aucun parti politique pour avoir la paix. La liberté, ça sera le mot de la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi ce numéro de Politique Éco en compagnie de notre invité Olivier Delamarche. Merci Olivier Delamarche d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.